Super, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette keynote qui aura pour thématique donc Women Entrepreneurs in Africa. J'ai le plaisir pour cette keynote d'accueillir Swazig Berthelemy et que je vais vous présenter juste après. Et donc moi je suis Bouchra Liwat, je suis secrétaire générale de la Fondation KPMG France et directrice de l'engagement citoyen. Alors, avant d'introduire effectivement Swazig, je voulais juste effectivement vous redonner un petit peu le contexte. KPMG est très engagé sur cette question de l'entrepreneuriat depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. On accompagne des entrepreneurs sur le développement de leurs compétences, de leur business model, de leurs projets d'entrepreneuriat, en mettant les solutions de KPMG, donc les compétences des collaborateurs, au service d'associations qui accompagnent justement ces entrepreneurs et ces porteurs de projets. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une de ces associations qui est partenaire de KPMG, Empower. Et particulièrement donc Swazig, sa fondatrice. Donc bonjour Swazig, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Swazig, avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet et d'expliquer un petit peu ce que vous faites au sein de programmes d'accompagnement, notamment en Afrique, eh bien, je vais peut-être un petit peu déjà vous décrire vous et votre parcours. Donc, vous êtes diplômé d'une grande école de commerce donc à Paris, l'ESCP. Vous avez eu un parcours dans la banque d'investissement, quelque temps quand même. Et ensuite, vous avez décidé de créer cette association qui est aussi une entreprise sociale. Ça, c'est important de le souligner. Donc, c'est ce qu'on appelle des modèles ainsi un peu hybrides, notamment dans l'innovation sociale. On sait qu'il y a deux types, finalement. On peut être une association ou une entreprise sociale. Et l'objectif, effectivement, d'Empower, c'est vraiment d'accompagner la capacité aussi et l'autonomie des femmes pour qu'elles puissent, effectivement, entreprendre et adopter, effectivement, la bonne posture aussi. Je sais que vous travaillez beaucoup sur le leadership, la posture entrepreneuriale, mais pas que. Et vous allez nous expliquer ça. En introduction, peut-être, moi je serais curieuse de savoir, et je pense pour les personnes aussi qui sont présentes, alors comment on passe de la banque d'investissement dans une grande banque internationale à une entreprise sociale? Alors ça a toujours été, en fait ça m'a paru assez linéaire et normal à l'époque, même si en effet les deux mondes n'ont pas grand chose à voir. Moi j'étais passionnée et quand je suis sortie du coup de mes études, j'avais envie d'avoir un impact, j'avais envie de contribuer à développer des choses qui allaient servir les populations. Et moi j'ai travaillé dans le secteur du financement de projets d'infrastructures et notamment sur une zone où les infrastructures sociales, sociétales avaient besoin de financement. Donc super intéressant, j'ai un esprit plutôt mathématique, voilà, ça cochait pas mal de cases pour moi. Et en fait en parallèle j'avais fondé en amont et surtout j'avais étudié le sujet du lien entre l'entrepreneuriat et la notion d'empowerment. Alors la notion d'empowerment, on n'aura pas le temps ici, mais c'est une notion un peu plus complexe que simplement un slogan sur un t-shirt avec un bras levé. C'est en fait donner du pouvoir, tout simplement, c'est avoir du pouvoir. Enfin moi c'est comme ça que je le définis, donc j'avais étudié ça. J'ai un papa entrepreneur, une maman avec un esprit entrepreneurial, et l'entrepreneuriat ça a toujours été pour moi quelque chose où on met ses tripes, son cœur, un bout de soi et on se réalise. Et en fait j'ai eu la chance de faire un peu un voyage exploratoire en 2012 pour essayer de rencontrer des entrepreneurs, et je me suis rendu compte que pour un très grand nombre notamment de femmes entrepreneurs, l'entrepreneuriat n'était pas en fait un vecteur d'empowerment. C'était vécu comme en fait quelque chose de subi, il n'y avait pas d'autres options pour s'en sortir dans la vie, c'était vraiment de l'entrepreneuriat de survie. Et pour information, dans le monde, ça concerne quand même 33% des femmes entrepreneurs, ce statut. Donc c'est pas 5-1%, c'est vraiment un tiers des femmes entrepreneurs sont ce qu'on appelle du Necessity Driven Entrepreneurship. Je vous recommande d'explorer le GEM, le Global Entrepreneurship Monitor, qui est un peu le rapport de référence sur le sujet de l'entrepreneuriat des femmes. Et donc voilà, donc j'avais envie en fait, de les accompagner, de leur proposer des services, et c'est comme ça en fait que à la fois Empower est né et qu'à un moment je me suis dit il faut que je mette toutes mes forces en fait dans cette bataille. Ben justement, Empower a été créé il y a maintenant 10 ans, n'est-ce pas? Donc bravo, parce que ça veut dire aussi que vous avez mené un certain nombre de programmes dans la durée, parce qu'on sait que quand on est dans l'entrepreneuriat social, il faut résister, parce qu'effectivement vous vous dédiez à une mission. Et donc quelle est cette mission? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, finalement, quelle est la mission de cette association et cette entreprise sociale?
Alors, à la genèse de Empower, je pense que j'aurais décrit la mission de Empower comme une organisation qui va soutenir et accompagner les femmes entrepreneurs. Et d'ailleurs, je pense que c'est toujours le sous-titre de notre organisation aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on a démarré, on voulait s'attaquer et donner des services d'accompagnement à ces femmes en fait, qui étaient totalement exclues des services en général sur l'entrepreneuriat, qui ne se considéraient pas elles-mêmes comme entrepreneurs et qui en fait, n'avaient pas en fait, suffisamment d'outils, d'aide, de services pour s'en sortir. Et vraiment, le terme « thrive » en anglais, je l'aime bien, c'est vraiment réussir, s'épanouir dans l'entrepreneuriat. Et puis au fil de l'eau, on s'est rendu compte en fait tout simplement qu'il y avait un enjeu systémique, que l'entrepreneuriat, comme en fait le reste de l'économie, c'est un secteur qui est pétri d'inégalités, qui est fracturé et qu'en fait ça ne concerne pas juste une catégorie d'entrepreneurs mais que ça concerne en fait l'ensemble du secteur entrepreneurial. Alors ça ne veut pas dire que toutes les femmes, tous les hommes vont bien dans l'entrepreneuriat et toutes les femmes vont mal dans l'entrepreneuriat, c'est pas le sujet, c'est juste qu'en fait les inégalités, elles ne concernent pas juste une catégorie, il va y avoir sûrement de l'intersection et des inégalités qui vont se cumuler, mais en fait on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un système à changer et donc ça nous a fait un peu pivoter ou en tout cas approfondir notre mission. Déjà en ciblant d'autres femmes et en fait en élargissant notre périmètre d'action. Donc aujourd'hui en fait on accompagne vraiment des femmes qui, pour en décrire quelques-unes, vont vendre, je sais pas, des aliments ou de la restauration sur le bord de la route. On va avoir vraiment une petite activité dans l'informel, ne savent pas lire et écrire. Et à côté on va accompagner des femmes qui vont essayer de faire des levées de fonds pour des entreprises où il y a 50, 70 employés. Donc c'est en fait une chaîne de valeur qui est assez diverse et nous notre objectif c'est d'arriver à les accompagner toutes. Et puis, la deuxième chose qui a évolué, c'est qu'en fait, soutenir les femmes entrepreneurs n'est pas suffisant pour éliminer les inégalités dans l'entrepreneuriat. On peut pas, enfin même juste d'un point de vue en termes de justice, c'est assez étonnant de se dire on va demander à celles qui sont potentiellement les plus marginalisées, les plus vulnérables et qui subissent les inégalités de s'adapter au système pour arriver à réussir dans le système. Alors bien entendu, c'est notre mission initiale, on la continue. Mais en parallèle, ce que nous, on essaye de faire, c'est de faire bouger en fait, le reste des lignes et donc de changer la culture entrepreneuriale, de faire en sorte que le reste des acteurs de l'écosystème, les banques, les acteurs financiers, les structures de l'accompagnement, les autres entrepreneurs embrassent en fait une culture qui soit beaucoup plus inclusive. Alors, est-ce que vous avez vu, là je sais que vous êtes intervenu dans les premiers temps en France, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu en France notamment une évolution sur la dynamique entrepreneuriale des femmes il y a 10 ans et aujourd'hui? Alors oui, déjà c'est un sujet. Et il y a 10 ans, on me disait l'entrepreneuriat féminin, un peu comme on parle de leadership féminin, comme si on parlait de leadership masculin. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de leadership masculin, moi jamais. Par contre, le leadership féminin est une chose, a priori. Et donc l'entrepreneuriat féminin, ou des femmes, moi je préfère cette appellation, est devenu un vrai sujet. Et je pense que les acteurs se sont spécialisés, ont commencé à mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour en fait, passer de accompagner des femmes à peut-être mainstream, donc en fait générer une culture plus inclusive. Je pense qu'il y a plus de femmes qui prennent la parole et moi ce que je vois aussi c'est qu'en fait il y a plus d'initiatives et il y a plus de femmes qui se mettent dans des collectifs, il y a plus de femmes ou des hommes d'ailleurs qui vont rendre le sujet visible, faire des actions et ça c'est extrêmement positif. Alors nous, on vous accompagne en France à travers effectivement 2 programmes, Women Act et Women Dare, pardon, c'est ça. Et donc on va effectivement intervenir, en tout cas des collaborateurs et collaboratrices vont intervenir pour accompagner effectivement ces porteurs de projets ou ces entrepreneurs. Et je trouve que c'est une expérience très enrichissante, vraiment d'avoir cette rencontre effectivement avec des femmes qui ont de l'audace, qui ont vraiment un dynamisme et qui osent aussi entreprendre. Et ça, c'est pas forcément effectivement évident. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, vous vous êtes tourné vers l'Afrique. Et aujourd'hui, effectivement, on le voit dans le salon, l'Afrique est très présente, en tout cas à Vivatech. Je crois que c'est l'une des communautés les plus représentées, en tout cas ici. Pourquoi et comment finalement vous est venue cette envie d'aller vous implanter effectivement et d'accompagner ces entrepreneurs en Afrique, ces entrepreneuses pardon en Afrique, et sur quelle finalement ville aussi, parce que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent avec sa diversité, notamment de territoire, avec sa diversité de population, de culture aussi. C'est important de le souligner, mais c'est un pays qui est très riche, très dynamique aussi. Ça, je crois que vous l'aviez ici évoqué, notamment sur cette question d'entrepreneuriat. Je vous laisserai nous citer les chiffres. Donc voilà, comment vous est venue l'idée d'aller sur ce territoire, sur quel territoire, et nous donner quelques éléments finalement de contexte aussi sur l'entrepreneuriat au féminin en Afrique.
Alors en fait, le continent africain, et notamment l'Afrique de l'Ouest, c'est le premier territoire où Empower s'est développé. Avec tout ce que ça a de questionnable par rapport à, à une démarche voilà, de personnes françaises qui vont développer des initiatives sur l'Afrique. Moi, je ne suis pas africaine, je n'ai pas grandi en Afrique, je n'ai pas travaillé en Afrique, je ne suis pas entrepreneur en Afrique. Mais c'est vrai que sur les années, on s'est entouré. On a travaillé avec, bien entendu, nos collègues africains et africaines pour développer du coup, des services d'accompagnement à l'entrepreneuriat auprès de femmes entrepreneurs. Et après, on s'est développé en France, en se disant, en fait, il serait aussi temps qu'on développe des choses sur la France. Mais vraiment, il y a 10 ans, c'était plutôt sur des territoires en Afrique de l'Ouest. Alors, en effet, le territoire, le continent africain, en fait, a des réalités très différentes. Et au sein, en fait, d'un même pays, il y a des réalités très différentes entre les femmes entrepreneurs. Nous, on travaille principalement en Afrique de l'Ouest, francophone, qui est une région, du coup, avec, pour la caractériser par rapport à nos sujets entrepreneuriaux, c'est une région sur laquelle les niveaux d'éducation sont assez faibles. Donc, les femmes souffrent pas mal, en fait, d'avoir été exclues aussi des systèmes éducatifs. Mais c'est une région aussi qui a les plus forts taux de ce qu'on appelle Total Entrepreneurship Activity, qui est un indicateur qui nous permet de mesurer le dynamisme entrepreneurial. Donc, c'est-à-dire, c'est combien de personnes créent une entreprise sur à peu près une période de 2 ans au sein d'une population active. Et en Afrique de l'Ouest, ce taux est de plus de 25% sur les femmes, ce qui est le plus fort taux dans le monde. Pour autant, et ça c'est vraiment important et ça va permettre de mettre en lumière cette question de un petit peu hétérogénéité en fait au sein de l'entrepreneuriat, ce 25% il cache quand même quelque chose d'assez fondamental, c'est que ce taux de necessity driven entrepreneurship, donc l'entrepreneuriat par survie, est extrêmement important. Les femmes, en fait, dans ces 25% de TEA, créent des entreprises également parce qu'elles n'ont pas d'autres options. Et donc, elles sont bien entendu prises et comptées dans ce taux. Mais par contre, elles ont une réalité quand même qui est un petit peu différente. Elles n'ont parfois pas accès à des services de base, d'infrastructures, de santé, qui, bien entendu, vous vous doutez déjà, être entrepreneur, c'est très facile. Tu parlais de résister tout à l'heure. Et honnêtement, en étant entrepreneur social, je le partage, il y a des moments où voilà, peut-être pas tous les jours, mais il y a aussi des creux de la vague. Mais alors en plus, quand on n'a pas accès à des infrastructures, quand on n'a pas accès à des services de base, c'est une autre histoire. C'est vraiment une autre histoire. Et donc je pense que c'est ça ce qu'on a aussi nous appris sur l'Afrique de l'Ouest. C'est que l'écosystème s'est développé en Afrique. Il y a notamment un essor des incubateurs qui sont, il y a quelques années encore, qui étaient principalement tech. Et malheureusement, en fait, y compris en Afrique, être dans la tech, il y a une majorité d'hommes et donc les femmes sont beaucoup moins représentées dans ces incubateurs par ce biais. Mais en dehors de ça, je pense qu'il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que en fait, être entrepreneur, c'est pas une seule idée, c'est pas un seul concept, c'est pas une seule réalité. Être entrepreneur, ça peut être, en effet, porter un projet tech et être incubé dans un incubateur, dans une capitale économique, mais ça peut être aussi être en fait en zone rurale où en fait on va développer une culture agricole et on va en fait la mettre sur le marché. Et pour ça, en fait, il n'y a pas de service d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et donc ça a été un peu notre grand sujet, c'est de voir qu'est-ce qu'on met en place comme diversité de services pour s'adapter en fait aux profils entrepreneuriaux et faire en sorte d'élever le secteur dans son ensemble et pas juste de viser une seule catégorie. Et puis je crois aussi que tu nous as parlé aussi de cette question de genre et que l'entrepreneuriat au féminin, notamment en Afrique, donc l'entrepreneuriat genré, pouvait aussi avoir un impact un peu sociétal. Est-ce que tu peux nous développer effectivement ça, parce que c'était intéressant de voir l'impact aussi que ces femmes entrepreneurs peuvent avoir dans la société. Absolument. Et alors nous, quand on parle de genre, ce qu'on essaye de raconter et de dire aujourd'hui, c'est que intégrer le genre en fait dans une approche d'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est pas simplement cibler les femmes. C'est repenser en fait un mode d'accompagnement. C'est penser comment est-ce qu'on va faire évoluer la culture entrepreneuriale. Donc typiquement, dans pas mal de programmes désormais, on accompagne aussi les hommes de manière différente. On va les sensibiliser. Et en fait, cette question de genre, moi, je trouve qu'elle est assez intéressante parce qu'elle nous permet peut-être de redéfinir la culture de l'entrepreneuriat dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on entend par succès entrepreneurial, par exemple? Et en France, je pense que c'est une discussion sur les 10 dernières années que j'ai commencé à voir émerger et que je trouve vraiment intéressante. C'est de se dire, est-ce qu'en fait, on forme des personnes qui ont peut-être... qui correspondent moins au modèle dominant parce que discrimination de genre, lien avec l'éducation, voilà, on va pas rentrer là-dedans en détail, mais vous voyez à peu près
où je veux en venir. Donc, est-ce qu'en fait, on demande à ces personnes d'adopter un modèle entre guillemets dominant et de en fait, essayer de l'embrasser, ou est-ce qu'on se dit, en faisant rentrer du coup des personnalités des personnes qui ont été marginalisées en fait dans l'entrepreneuriat, est-ce que ça ouvre pas en fait à une culture plus diversifiée, plus inclusive, et qu'est-ce que ça nous apprend? Et notamment cette notion de succès. Moi, les femmes entrepreneurs qu'on accompagne, qui ont des projets super canons, en fait, elles me disent, mais moi, j'ai pas envie. On nous dit, oui, vous n'êtes pas assez ambitieuse quand vous allez pitcher vos projets, etc. Alors moi, déjà, je les trouve assez ambitieuse, mais en fait, elles me disent, mais en fait, moi, j'ai pas envie de vendre des trucs à 4 chiffres de croissance. C'est pas ma culture de l'entrepreneuriat, c'est pas ma vision de l'entrepreneuriat. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas un modèle qui prime par rapport à l'autre. Il y a des gens qui ont des projections de croissance qui sont très fortes, c'est super. D'autres qui en ont peut-être, qui n'ont pas forcément cette vision. Et en fait, il faut que l'entrepreneuriat soit adapté à tout ça. Et donc c'est ça que je trouve intéressant dans l'intégration du genre, c'est pas juste de cibler des femmes, et en fait ça demande un peu plus d'expertise que ça, c'est aussi de revoir en fait qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire évoluer la culture en général. Et peut-être pour compléter, si j'ai une petite minute de plus, nous on a fait une étude l'année dernière sur comment les femmes entrepreneurs qu'on accompagne contribuent à l'empowerment des femmes et des filles en fait autour d'elles. Et on se disait, ça va être un beau chiffre dans notre rapport, super, etc. Bon, on imaginait 5, 6, 7, avec du coup ce que ça veut dire, c'est création d'opportunités économiques, de l'emploi, accompagnement d'autres femmes entrepreneurs, etc. Et là, on a reçu des chiffres et là, on s'est dit, en fait, il y a vraiment une tendance très sérieuse. C'est-à-dire que nous, on est arrivé à un chiffre de 41. C'est-à-dire qu'une femme entrepreneur qu'on accompagne crée des opportunités économiques, donc d'emploi, de marché, de mentorat, d'accompagnement d'autres femmes et de filles pour 41 femmes et filles autour d'elle. Et en fait, le ripple effect, l'effet ricochet, il est énorme. Et c'est vraiment ça, je pense qu'on a envie de mettre en avant. Alors, nous, on accompagne des femmes qui sont au bout de la chaîne, ce qu'on appelle le last mile. On a une culture bien franglée dans Empower, en plus, désolé, mais voilà, le bout de la chaîne qui sont déconnectés des services d'accompagnement. Mais on mise aussi sur en fait des intermédiaires et des femmes qui vont pouvoir en fait porter des projets d'entreprise avec une ambition et surtout une possibilité d'impact qui est plus forte. Et ces femmes entrepreneurs, qu'elles soient entrepreneurs sociales ou entrepreneurs dans l'économie classique, en fait, intègrent elles-mêmes une notion d'avoir un effet et de vouloir aider d'autres femmes. Et ça, c'est extraordinaire parce que si on accompagne, on se dit, nous, on a accompagné 10 000 femmes sur les dernières années, 12 000, vous imaginez le ripple effect, et ça, en fait, ça change un système. Et ça peut vraiment permettre de contribuer à créer une société qui est plus inclusive. Et pour terminer, parce que je vois que le temps passe, et c'est intéressant parce qu'être aussi une entrepreneuse sociale, c'est aussi porter la voix. Et c'est important de souligner que ce sont des combats que nous menons. Il y a aussi un rôle de plaidoyer. Et je voulais juste que tu nous dises un petit mot, parce qu'il faut savoir que Swazik a été, il y a quelques années, nommée parmi les 30 entrepreneuses du monde, entrepreneuses sociales par Ford, ayant le fort potentiel dans le monde. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis récemment, surtout, tu es maintenant goalkeeper, c'est ça, de la fondation Bill et Melinda Gates. Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle? Parce que c'est important aussi, ce type de récompense, de montrer aussi que des femmes comme toi peuvent ouvrir la voie et porter haut, finalement, ces sujets. Alors, en effet, j'ai largement passé le stade des 30 ans, donc c'est voilà, à chaque fois je me dis, oui, non, c'est loin. En effet, la fondation Gates, qui est une fondation assez engagée sur les droits des femmes, a créé il y a quelques années cette initiative qui s'appelle Goalkeepers. Vous êtes peut-être familière avec les notions des ODD, donc les 15 objectifs du développement 17, objectifs de développement durable, merci. Et moi, je connais particulièrement le numéro 5 qui est pour l'égalité des genres. Et donc, du coup, en fait, ils nomment des personnalités comme ça dans le monde qui vont en fait être des gardiens des objectifs, donc gardiens de but en traduction française, pour en fait porter la voix. Et je pense que ce type de nomination, c'est super. Moi, je suis très heureuse de les recevoir. L'équipe derrière moi est super contente quand on en reçoit et quand on peut participer en fait à ces cercles. Je pense que nous, ce qu'on en retire, c'est vraiment en fait de pouvoir travailler, connecter avec plein d'autres personnalités. Ceci étant dit, on est une organisation, on s'assume féministe, on a une culture féministe. On pense que changer là l'entrepreneuriat, ça se fait aussi à travers nous, notre prisme féministe. Donc on est vraiment à une intersection du travail du développement, du travail de l'entrepreneuriat et du travail des droits des femmes. Et en fait, c'est vrai que dans nos valeurs, et moi c'est quelque chose que j'ai voulu aussi pousser assez fort depuis le début, c'est de ne pas avoir en fait un schéma qui soit
la héros à la tête d'une organisation. Et ça, c'est assez important, je pense, à partager. En tout cas, moi, c'était pas mon prisme de leadership, en tout cas mon modèle de leadership. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'instaurer des modèles de gouvernance aussi au sein de Empower qui soient, alors c'est un peu à la mode de dire ça, mais qui sont moins verticaux, c'est ça, vertical, ouais. Qui soient moins verticaux, qui soient plus horizontaux, qui prennent davantage aussi en compte les différentes personnalités qui sont au sein de l'organisation et qu'on ne soit pas juste une organisation. Alors, j'en assume totalement la fondation, mais par contre, aujourd'hui, on est plusieurs à la tête de Empower avec des super collègues, super femmes qui ont pareil, un leadership extraordinaire, qui viennent de différents parcours, différentes origines. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est ultra important, je pense, à avoir en tête. Bien sûr, je confirme, et on travaille avec les équipes. Voilà. Alors, cette keynote est terminée, donc je vais laisser la place au public. Si vous avez des questions, c'est à vous de... N'hésitez pas. Bonjour, je suis Zineb Baïz. En fait, j'ai lancé une initiative d'empowerment au Maroc, donc en Afrique, qui s'appelle Mentorel. Et c'est une initiative justement d'empowerment des femmes, mais de manière générale, en leur donnant les moyens de pouvoir concrétiser leurs ambitions, qu'elles soient professionnelles ou autres. Et puis, effectivement, vous avez parlé de mentorship. Donc, le mentoring est vraiment le cœur justement de cette initiative, puisque le premier levier est... et l'empowerment à travers le mentoring, et on s'est vraiment rendu compte du pouvoir, quand vous avez parlé d'une personne justement avec l'effet ricochet, avec 41 personnes autour d'elle, ça on l'a vraiment senti, parce que finalement on s'est retrouvé à empowerer un cœur de 180 personnes qui aujourd'hui font de l'empowerment, sont prêtes à faire du give back autour, pour des organismes qui sont partenaires autour de nous. Et justement, ce qui est extraordinaire avec l'empowerment, c'est quand on est empoweré, eh ben, on empower. Et ça, on l'a vraiment appris au fur et à mesure. On se considère un peu comme une start-up, donc il y a vraiment il y a une learning journey qui se fait. Et je tiens vraiment à vous féliciter. Et je serais vraiment intéressée, parce que nous aussi, on a besoin d'être empowerés pour empowerer. Et si vous voulez, tout à l'heure, j'aimerais bien échanger avec vous, parce qu'aujourd'hui, la gouvernance est très importante, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on parle de Mentorel, on parle beaucoup de moi. Et moi, bon, c'est bien, mais je veux vraiment dissocier cette... parce que je pense que ce n'est pas bénéfique pour la sustainability de l'initiative. Effectivement, la gouvernance est très importante. Ce qui est magnifique, c'est que l'empowerment est une chaîne qui se perpétue. Et quand vous parlez d'Afrique, aussi avec à Vivatech, une initiative est en train de se faire avec justement des collègues, des consoeurs au Sénégal. Donc c'est ça ce qui est magnifique, c'est que finalement la chaîne est perpétuelle et ne finit pas. Voilà, c'était juste une intervention et aussi pour vous féliciter. Voilà. Merci beaucoup, et avec plaisir pour être connecté. Merci pour ce partage. Eh bien écoutez, on va devoir... Pardon ? Bonjour, moi c'est Ziza Silla, je suis malienne et je suis développeuse web. Donc là, j'ai pour initiative de mettre en place un centre de formation pour que les femmes puissent être dans le monde du tech, parce qu'au Mali, c'est quasiment pas le cas. Toutes les personnes que je connais je suis la seule développeuse, et je trouve ça quand même dommage, parce que c'est pas un métier que pour les hommes. Les femmes aussi peuvent faire du technique, faire des applications, faire des sites internet. Donc je serais bien intéressée d'échanger avec vous pour voir ce qu'on peut faire par la suite. Et, avec plaisir. Très bien pour l'initiative. Et quand vous avez dit vous êtes en Afrique de l'Ouest, c'est quel pays exactement? C'est vrai qu'on a demandé. Oui, voilà. Ouais. Côte d'Ivoire. Alors on a des équipes en Côte d'Ivoire, Burkina et Niger, et on a une initiative qui pourrait d'ailleurs peut-être vous intéresser, qui est une initiative régionale pour accompagner des femmes qui portent des projets à impact sur 5 pays, donc les 3 cités, plus le Mali et le Sénégal. Merci beaucoup, merci à Swazik, merci infiniment. Merci Bouchra. Et à bientôt.